Donc il y a une vingtaine d'années à peu près, Bill Gates, merci pour le son musical, c'est énorme, son et lumière et tout. Donc il avait cette phrase célèbre qu'on lui attribue, en fait, qu'on a tous déjà réutilisée plein de fois. Qu'est-ce qu'il voulait dire Bill il y a 20 ans? Il y a 20 ans, il ne parlait pas de content marketing, l'expression n'existait pas. Il disait, l'économie en fait rentre, le monde rentre dans l'économie de l'information, et les marques, les entreprises, les individus qui vont posséder cette information, qui vont la contrôler, qui vont être capables de la diffuser, vont être les maîtres, vont gagner la bataille de l'attention. La phrase a été réutilisée dans plein d'avatars différents. Là, je vous en ai mis 3 versions différentes de 3 experts en marketing. Bien évidemment, vous connaissez ces boîtes, Marketo, HubSpot et Newscred, qui sont des outils et des services de content marketing. Donc pour certains, le contenu, c'est du fuel, c'est du sang. Normalement, ça apparaît en rouge, là, c'est beau. C'est des atomes du marketing. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? On veut dire que le contenu, avoir une stratégie de contenu, développer une stratégie de contenu, c'est devenu un must, et c'est devenu un must pour tout type de business. Donc c'est une question qui a été posée avant. Tout type de boîte, quelle que soit la taille, B2B, B2C, B2B2C, les petites boîtes, les grandes boîtes, on doit déployer des stratégies de contenu. Ça s'applique au consultant indépendant qui veut fabriquer et démontrer sa e-réputation, qui veut robustifier sa e-réputation. Ça s'applique très bien à la TPE dans l'immobilier dont on parlait, qui veut augmenter sa visibilité, son trafic naturel, nourrir un blog. Ça s'applique à la TPE ou à la PME qui fait du service de toilettes sur chantier nettoyé au Karcher pour générer des leads, réchauffer ses leads, convertir ses leads. Ça s'applique aussi aux grandes marques, même celles qui ont la capacité, qui ont déjà une réputation établie, pour robustifier leur réputation sur des niches, sur des valeurs, sur des points précis, et aussi pour nourrir leur communauté, animer leur communauté. Donc on est arrivé à un consensus parfait sur la nécessité de déployer des stratégies de contenu pour tous les professionnels, pour toutes les entreprises et les marques, quelle que soit leur taille et quel que soit leur type de business. Cependant, même s'il y a un consensus sur le besoin, ce n'est pas pour autant que c'est facile à faire. C'est en fait relativement compliqué, même si on applique les stratégies de lean marketing qui ont été brillamment exposées précédemment. On ne s'improvise pas content marketer. On peut avoir une expertise, mais pas pour autant une expertise de content marketer. Pourquoi? Quelles sont les barrières au déploiement d'une bonne stratégie de contenu? Il y en a plusieurs. Et les premières, c'est tout simplement que ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend du budget. Et pire que ça, on peut avoir une expertise métier en tant que PME ou professionnel, sans pour autant avoir une expertise d'auteur, 100%. Autant savoir créer du contenu. Donc, c'est pas facile. On veut tous le faire, on sait que c'est rentable, on sait que le contenu, c'est la pub d'aujourd'hui, et a fortiori la pub de demain, mais c'est pas très facile à faire. À ces barrières de budget, de temps et d'expertise se rajoute un autre problème, qui est que même si vous aviez le temps, le savoir-faire et le budget pour créer du contenu, votre contenu ne suffit pas. Quand c'est toujours la même personne et la boîte qui parle d'elle-même, c'est plus du contenu, ça s'appelle de la propagande. Il y a la fameuse, ce qu'on appelle la valeur sociale du contenu, le contenu qui vient des tiers, ce qui rajoute de la crédibilité. Et donc déployer une stratégie de contenu, c'est faire face à ces objectifs, à ces barrières, ces contraintes de budget, de temps, d'expertise et aussi de variété, de richesse, d'angle sur le contenu qu'on peut apporter. Alors face à ce consensus, à la fois sur la nécessité et sur la difficulté, la plupart des entreprises, les grandes comme les petites, B2B, B2C, et y compris les TPE dans l'immobilier, elles ont ce problème, elles disent oui, il faut le faire, mais c'est compliqué. C'est face à cette complexité, à ce nouveau métier, c'est à ça que répondent précisément les gens qui ont eu la gentillesse de venir intervenir ici. D'une part, des agences qui sont des vraies agences digitales qui savent aborder ça sous un 360, richesse des contenus, variété des canaux sur lesquels on peut les mettre, réutilisation des contenus, découpage des contenus en petits morceaux, c'est plein de techniques. Nous, on a un hashtag là-dessus, c'est lean content. Quand tu fais un white paper et que tu le découpes en petits morceaux, que tu le recycles, c'est intelligent, c'est une bonne façon de faire. Aussi, faire appel à des experts qui ne sont pas forcément dans la boîte. Donc, déployer une stratégie de contenu dans la boîte, mais faire appel à des experts à l'extérieur pour la nourrir. Ça fait partie des choses, des options de réponse à cette problématique. Nous, on a vu une autre opportunité à l'intérieur de ça, à l'intérieur de cette problématique. C'est ce qu'on appelle la curation de contenu, dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler, puisque si j'ai bien compris, il y a 2 ou 3 personnes ici qui sont déjà sur Scoop It. La curation de contenu, donc ça se définit par ces 3 actes complémentaires, qui est la découverte de contenu, son enrichissement, son édition et son repartage, sa republication. Alors, le principe de la curation de contenu, c'est vieux comme le contenu. Moi, j'aime bien dire que ça date de Ninive, la fameuse bibliothèque de Ashurbanipal, il y a
2650 ans, donc les gens qui ont pu élaborer, savoir est-ce que Scoop It a inventé la curation de contenu ou est-ce que ça existait avant? Non, ça existe avant. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a depuis quelques années atteint ce point d'inflexion où le web produit plus d'informations tous les jours que l'humanité en a créé avant, et donc ça devient pertinent, ça devient intéressant et ça devient même nécessaire d'organiser la curation à l'intérieur d'une entreprise. Quels sont les bénéfices? Pourquoi c'est une opportunité? Et en quoi ça répond à la problématique de stratégie de contenu? D'abord, pour être un bon curateur, il faut savoir écouter le web, il faut savoir découvrir du contenu pertinent qui est généré par ces 3 milliards d'internautes autour de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire structurer l'acquisition de connaissances, structurer la veille. Le bon curateur, avant d'être un auteur, est un veilleur, quelqu'un qui sait trouver du contenu pertinent, qui parle de vos valeurs, qui parle de votre marque, ou pas de votre marque, ça peut être des marques concurrentes, mais tout simplement des valeurs qui intéressent votre communauté, des valeurs qui intéressent votre business. Deuxièmement, le curateur peut réutiliser, recycler, repartager le contenu qu'il a découvert pendant sa veille. Ça, c'est intéressant. Bien évidemment, trivialement, ça amène plus de contenu, mais ce n'est pas uniquement un plus quantitatif. Bien évidemment, c'est un plus quantitatif. Vous avez une newsroom ici, des créateurs qui se comptent par milliards qui peuvent fabriquer du contenu pour vous, mais c'est aussi plus de contenu en termes de richesse, en termes d'angles différents. Cette fameuse preuve sociale. Je prends un exemple typique. EDF fait de la curation sur le développement durable. C'est beaucoup plus facile pour EDF de créer du goodwill vis-à-vis de sa communauté quand il va réutiliser, recycler un contenu écrit par quelqu'un d'autre, plutôt que si EDF dit « Non, non, je vous assure, les centrales nucléaires, c'est safe ». Vous pourrez éventuellement en douter. Si c'est écrit par d'autres experts, ça devient une richesse d'angle, en plus de contenu en termes de volume, mais aussi une richesse d'angle et de perspective. Et enfin, c'est ce qui nous amène aujourd'hui, il y a un aspect héroïste évident dans le fait d'utiliser la curation de contenu à l'intérieur d'une stratégie de contenu, parce que ça prend moins de temps. Alors maintenant, ça ne veut pas dire pas de temps. Écouter, trier, chercher, augmenter, organiser, c'est un investissement, c'est un engagement, ça demande de l'expertise, ça demande du temps, mais comparativement à la création d'un contenu original, à impact équivalent, ça prend moins de temps. Je vous ai cité ici cette fameuse citation de Jason Miller, qui est le responsable contenu de LinkedIn. Donc effectivement, tu disais, les boîtes s'organisent maintenant avec des responsables contenu qui sont à la fois en charge de définir une ligne éditoriale, mais également de définir les moyens de remplir cette ligne éditoriale avec des auteurs à l'interne, des auteurs de la communauté. On n'en a pas parlé, mais quand on a une communauté d'usage, on peut également faire appel à cette communauté pour nourrir notre ligne éditoriale, et puis faire appel à des agences, à des sous-traitants, voire à de la curation. Donc Jason Miller est un fervent défenseur de la curation, et il nous rappelle qu'effectivement c'est utile face à la pression du temps, donc cet aspect héroïste, mais c'est aussi utile pour ajouter de la crédibilité, de la validation à votre message, cette fameuse validation tierce personne. Donc nous, on a voulu aborder cet aspect de la curation d'abord sous son aspect philosophique. On pense que c'est bien que les experts contribuent à l'organisation du web, à trouver les meilleurs morceaux du web, à les remettre en valeur et à les augmenter de perspectives et de contexte personnel. Mais on pense aussi que c'est bien d'un point de vue ROI. Donc on a voulu se pencher très clairement sur la question du ROI de la curation dans la stratégie de contenu. Donc cette première phrase là-haut, le contenu est roi, c'est Bill Gates. La deuxième, c'est Marc Rougier. Et vous voyez, c'est la même, pratiquement. Ouais, vous connaissez. Et donc ROI, retour sur investissement. Donc on a voulu se pencher sur cet aspect d'aller au niveau du calcul. Donc ça fait à peu près 5-6 ans qu'on parle de content marketing et qu'on sait que c'est nécessaire, voire même que c'est indispensable et que c'est accessible à tout type de business. Maintenant, en 2015, on commence à calculer. Alors pour calculer, on n'a pas uniquement utilisé une approche spéculative, on a utilisé notre base utilisateur. Donc on a 3500 entreprises à peu près qui utilisent Scoop It dans un mode business. Et on leur a posé la question. On a posé la question, cette question-là, on l'a posée à des boîtes à l'intérieur d'un profil très précis qui sont ce qu'on pense être des PME, voire des petites PME. Nous, nos PME, c'est de 20 à 100 personnes à peu près. On a des utilisateurs unipersonnels, on a des utilisateurs dans les grandes entreprises, mais on a focusé ce calcul du ROI pour les PME. Et on a proposé 5 moyens de calcul. Alors, elles sont plus ou moins objectives. Le contenu créé, c'est très objectif, c'est un morceau de contenu. Le trafic créé, c'est très objectif. L'engagement, c'est un petit peu variable. Le leadership, c'est encore plus variable, encore plus subjectif, mais ça se mesure aussi. Et les prospects, bien évidemment, c'est l'arme ultime pour calculer le ROI. Et on a demandé, pour 1 euro, alors en l'occurrence, on n'avait pas dit 1 euro, on avait dit 1 dollar parce que l'étude a été un petit peu plus centrée sur les US, parce qu'on a un petit peu plus de clients aux US. Mais pour 1 euro ou 1 dollar d'investi, quel est l'impact, comparer l'impact d'une curation par rapport à une création? Et les résultats sont là. Alors on ne sera pas surpris de savoir que pour 1 euro investi, on peut curer à peu près 5 fois plus de contenu qu'on en crée. Donc ça c'est évident, donc le ROI en termes de volume est immédiat. Mais ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ce volume est qualifié? Alors de façon intéressante, un contenu curé va générer probablement moins de leads qu'un contenu créé.
parce que quand il est créé, il y a votre signature, c'est beaucoup plus personnel. Et en particulier, si le contenu que vous créez est un livre blanc, il va avoir un niveau d'engagement extraordinaire, alors que si vous vous contentez de retweeter un post écrit par quelqu'un d'autre, le niveau d'engagement sera moins fort. Ceci dit, même si on descend au niveau du leads, au niveau donc de la valeur financière du contenu, on se rend compte qu'on a une valeur plus grande, un ROI plus grand sur la création. On n'est pas en train d'en déduire que la curation peut remplacer la création, certainement pas. C'est juste une des tactiques qu'il faut intégrer, organiser, formaliser, professionnaliser à l'intérieur de votre stratégie de contenu. Donc c'est pour répondre à ce besoin qu'on a créé la plateforme Scoopit que vous connaissez et qui est donc bâtie sur les gènes de la curation. Ça vous aide à découvrir, à enrichir et à partager du contenu. Donc ça, vous le connaissez. On l'a lancé en novembre 2011 et aujourd'hui, on a 1 600 000 curateurs sur la plateforme, comme je disais, 3 500 entreprises qui l'utilisent à l'intérieur d'une stratégie de contenu donc professionnelle et qui ont attiré ensemble 150 millions de visiteurs uniques à peu près. Là, vous avez le spectre, hein, quelques exemples de clients. Pourquoi je cite ces exemples ici? C'est pour vous montrer la largeur du spectre. La plupart de ces 1 600 000 sont des gens qui travaillent pour eux-mêmes. Ce sont des professionnels, des consultants qui développent leur propre réputation, mais ça va jusqu'à des grands groupes. Quand vous voyez Pepsi, Microsoft ou EDF, il va de soi que ces gens-là ont la capacité de fabriquer du contenu. Néanmoins, ils pensent que la curation est un add-on intéressant. Mais ayant atteint ce point-là, et ayant atteint ce point précisément de 2015, où on pense que maintenant c'est le moment de calculer le ROI, on a développé une nouvelle version de Scoopit, et c'est à cette occasion que je suis revenu ici pour vous en parler. Une version qui a 2 points différents. La première, elle est super focalisée, agence, PME, de petite taille. Et deuxièmement, elle est super focalisée sur le ROI. Donc là, on n'est plus dans un élan inspirationnel, découvrir le meilleur contenu du web et le repartager, mais vraiment, soyons super ROI, soyons pragmatiques. Et donc, on a posé la question à ces utilisateurs de type PME, quel est leur plus grand problème dans le calcul du ROI? Leur plus grand problème, c'est le temps qui passe. Voilà, la ressource la plus critique, celle qu'on ne peut pas racheter, celle qui part. Quand vous l'avez perdue, vous pouvez faire ce que vous voulez, elle ne revient pas, c'est le temps. Et donc, on a focalisé notre nouveau produit sur une notion de temps. Alors, ce produit, on l'a appelé Content Director, ça tombe bien, donc merci beaucoup pour l'introduction tout à l'heure. Et c'est une solution non pas de curation, mais de content marketing. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire que la curation, on va permettre aux PME de gérer leur temps, d'optimiser leur temps dans le déploiement d'une stratégie de contenu. Alors on y retrouve quoi? On y retrouve la base de Scoopit que vous connaissez, donc les fonctions de découverte, d'enrichissement, édition, ajout de contexte et de perspective, et puis un calendrier, qui est un calendrier intelligent, comme je vais vous montrer, et l'intégration de workflow. Le workflow avec quoi? Avec la façon dont vous gérez les destinations où vous voulez être connu. En général, ça va être par exemple un WordPress. La grande majorité des PME qui veulent déployer une visibilité en ligne vont avoir un blog, et très souvent c'est WordPress. C'est intéressant de pouvoir intégrer tout ça dans un workflow qui fait gagner du temps. Et au bout du compte, il faut mesurer, il faut monitorer, donc des analytics derrière. Et c'est à partir de là que je rentre dans la partie encore moins intéressante de la présentation, parce que maintenant, vous allez voir des screenshots du produit. Mais ceci dit, hier, j'ai montré les screenshots du produit et les gens se sont précipités pour l'avoir. Et il y en a même un qui est revenu. Donc le produit, voilà comment il se présente. Il est organisé sur les 3 valeurs de temps, de contenu et de mesure. Voilà. C'est les 3 piliers du déploiement d'une stratégie de contenu pour une PME. C'est d'avoir une vision synthétique sur ces 3 valeurs, temps, contenu et analytique. Donc ici, vous avez le calendrier. En quoi ce calendrier est intelligent? Dans ce calendrier, vous définissez des règles qui sont vos objectifs de publication. Alors les objectifs de publication, ça dépend des gens, ça dépend des entreprises, ça dépend de ce que vous pouvez faire, mais la première façon de les qualifier, c'est en termes de volume. Est-ce que par exemple, un blog post par jour, c'est une bonne idée? Ouais, c'est pas mal. Alors vous ne pouvez pas écrire un blog post par jour, mais avoir du dynamisme, quelque chose de nouveau sur votre WordPress tous les jours, ça c'est pertinent. Sinon en SEO, il va dégringoler, puis votre audience va se lasser, donc il faut le faire vivre. Twitter, vous allez peut-être tweeter 2-3 fois par jour, peut-être un petit peu plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur Twitter, vous allez avoir des objectifs de volume qui sont supplémentaires, plus grands que ceux de vos blogs. Donc voilà, par destination, par canaux de distribution, vous allez définir vos objectifs. Ce que le calendrier fait, il vous met tout simplement une case rouge quand l'objectif n'a pas été atteint, et si vous cliquez sur la case rouge, il vous propose du contenu pour le remplir. Voilà. C'est quand même pas mal, ça. Alors, exemple. Là, j'ai scrollé un petit peu vers le bas pour vous montrer qu'il y a plusieurs types de canaux de distribution. Donc, on a vu un WordPress en haut. Ici, on a Twitter. Ici, on a LinkedIn. Génération de newsletters aussi. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais la newsletter est un des axes, un des véhicules des stratégies digitales pour aller parler à vos clients, qui est nécessaire à la fois en inbound et en outbound. On ne peut pas s'en passer. Je crois même que c'est presque le véhicule qui a le plus d'engagement aujourd'hui, la newsletter. Donc, c'est très important. Donc, comment ça se passe? Vous avez défini vos objectifs.
simplement en termes de nombre de publications que je veux par canal. Et quand vous dites, bah là, je vais passer un quart d'heure en stratégie de contenu, vous allez dans l'onglet contenu. L'onglet contenu, il s'ouvre sur la vue que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est le moteur de veille. Donc vous avez défini quelques mots-clés, quelques règles, et nous on se met à l'écoute. Alors aujourd'hui on écoute 20 millions de sources quotidiennement, et en se mettant à l'écoute et en filtrant sur vos mots-clés et sur quelques autres règles sémantiques un petit peu sophistiquées, donc je ne peux pas vous parler en détail parce que c'est super compliqué, mais je sais qu'il y aura des questions dessus. On vous trouve du contenu, le contenu on vous indique sa valeur de popularité sur les médias sociaux, qui peut être un indicateur intéressant. Vous pouvez le trier par pertinence, vous pouvez le trier par date, selon que vous préférez du contenu frais ou du contenu froid. Et effectivement, il faut faire ce chaud ou froid, pardon, pas frais ou froid. Il faut faire effectivement ce mix, savoir répondre en temps réel à ce qui se passe dans l'actualité, mais aussi envoyer de l'evergreen, des choses qui ont de la valeur intemporelle. Et là, bah, vous trouvez un contenu qui vous intéresse, vous cliquez dessus, on vous en fait un petit extrait. Alors, c'est le titre qui a été mis dans le format HTML du contenu, un petit extrait du texte, une petite photo. Et ce qu'on vous invite à faire rapidement, là, c'est de l'éditer, ça, de rajouter votre valeur. Alors, c'est beaucoup plus facile d'éditer un contenu existant que d'en créer un ex nihilo. Donc, le temps investi, là, il sera de quelques minutes, on ne parle pas de quelques heures, mais rajoutez votre valeur. Donc, moi, j'ai édité ce contenu-là. Là, on suppose que je suis intéressé à la voiture électrique et donc j'essaie de créer ma réputation et ma visibilité sur la voiture électrique. Donc, mon édition, bah, je vais mettre une photo plus grande, j'ai changé le titre. Je trouve mon titre beaucoup plus inspirationnel. Tout à l'heure, il disait juste photo. Moi, j'ai dit c'est du rêve et de la passion. J'ai rajouté un petit insight ici en français, des liens. Donc là, j'en ai fait vraiment un contenu qui est devenu un contenu original, qui m'a coûté quelques minutes, qui a de la valeur. C'est vraiment un contenu super quali. Si je scrolle un petit peu cette fenêtre vers le bas, je vois que je peux spécifier vers quel canal j'ai envie de le distribuer. Bah lui, je vais le tweeter, puis je vais le linker. Ah bah, puisque j'ai sélectionné LinkedIn et Twitter, on me met automatiquement ici la création du tweet et du LinkedIn, mais on peut avoir envie de le changer. Et puis, voilà, je clique sur Publie. Et ce que va faire le calendrier, ce contenu, vous l'avez trouvé de façon asynchrone, aléatoire, au moment où vous aviez envie de le faire. Le calendrier, lui, va aller remplir les cases du temps en fonction de vos règles. Donc là, on avait dit qu'il en fallait un pour demain, mardi, ben on a rempli mardi, puis on l'a distribué aussi sur Twitter. Voilà. Donc cette action-là, la recherche, c'est pas vous qui l'avez faite, la qualification, c'est vous. Donc nous, on a une philosophie dans la boîte qu'on appelle Human Reason. C'est un mélange de Human and Algorithm. C'est-à-dire les algorithmes sont là pour suggérer, pour vous aider, pour vous faire gagner du temps, mais jamais pour prendre la décision vous-même. Donc la ligne éditoriale ici, c'est vous qui l'avez créée, mais ça vous a pris quelques minutes pour nourrir 3 canaux d'un seul coup avec du contenu assez intéressant. Et ça, je l'ai obtenu en cliquant sur contenu. C'est-à-dire, je suis allé voir ma veille, je me dis, tiens, ça c'est intéressant, et le calendrier a décidé de le mettre où il le fallait. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est cliquer explicitement dans une case rouge du calendrier. Tiens, je veux un nouveau contenu pour vendredi. Ben, pareil, j'ai un nouveau contenu qui arrive, je l'édite, je le publie, et là, la case du vendredi, c'était marqué dans vendredi que je voulais 2 posts, ça se voit pas trop ici avec cette définition. Ben, maintenant, il n'y en a plus qu'un, mais l'autre case rouge me dit, mais il en faut quand même un deuxième. Et donc je peux continuer comme ça, avoir cette vision synthétique de mes objectifs et du temps. On voit sur la colonne de droite où j'en suis par canal sur chacun de ces objectifs. Là j'en suis à 67%, ça me donne une idée de comment organiser et prévoir mes efforts. Et je vous montre un autre cas d'usage. Là je suis allé cliquer en haut à droite pour vous montrer le bookmarklet. Donc le bookmarklet, c'est quoi? C'est un bouton qu'on peut rajouter dans un navigateur. Vous connaissez tous cette idée-là. L'idée, c'est d'invoquer la capacité de curer à partir d'un autre site, sans être dans Scoopit. Je suis en train de me balader dans un site, mais ça, c'est intéressant, j'ai envie de l'attraper. On connaît tout ça, mais il y a un use case qui est fabuleux, qui est en train de se déployer de façon très efficace à l'intérieur des entreprises de toute taille. Quelque chose dont vous avez entendu parler, c'est de dire le contenu, ça doit sortir des silos. Il y a un content director dans les entreprises qui définissent la ligne éditoriale, mais il y a plein de personnes qui peuvent contribuer à la nourrir. Il n'y a pas juste une personne. Typiquement, en HR, en finance, en R&D, en customer support, en sales, il y a des gens dont le métier n'est pas le contenu, mais qui ont un savoir-faire. Et tous ces gens-là, ils passent du temps dans votre entreprise, tous les jours, à lire du contenu. De façon serendipiteuse, ils reçoivent du contenu, ils le lisent, ce contenu est intéressant. Rajoutez-leur juste un petit bouton dans leur navigateur et dites-leur, à chaque fois que vous trouvez un contenu qui pourrait être intéressant pour notre ligne éditoriale, appuyez dessus. Et là, sans être dans Scoopit, donc là, je suis en train de lire cette page qui n'est pas dans Scoopit, et je ne suis pas d'ailleurs, je ne fais pas partie de l'équipe marketing, je fais partie de l'équipe support, mais je pense, oui, ça c'est intéressant pour notre ligne éditoriale. Je clique sur le bouton, ça m'ouvre à l'intérieur de cette page sans aller dans Scoopit, cette fameuse fenêtre d'édition que vous reconnaissez. Donc là, j'ai extrait, le système a extrait automatiquement BMW, mais moi, je l'édite, donc je préfère mettre une autre photo, et puis je le publie, et ça part dans le contenu. Avec 2 types de rôles qu'on peut allouer, soit dire à vos collaborateurs, dès que vous trouvez un contenu intéressant, vous cliquez dessus et ça l'envoie dans notre ligne éditoriale directement. Ou alors, si vous n'avez pas confiance et que vous voulez un mode
plutôt orienté suggestion avec un contrôle in fine du content marketer. Quand il clique sur le bouton, ça vous l'envoie à vous, content marketer, dans vos suggestions, et vous savez donc qu'un collaborateur à vous a trouvé un contenu pertinent, et vous n'avez plus qu'à le consommer, plus qu'à dire « mais oui, je vais l'insérer dans ma ligne éditoriale ». Donc là, on est vraiment dans une ambiance, essayons d'utiliser toute l'expertise de votre équipe, de vos collaborateurs, qui est partout dans la boîte, pas juste chez les marketeurs, mais le marketeur garde la ligne éditoriale finale, la décision finale de ce qui va être émis ou pas. Alors par ailleurs, comme on est dans un calendrier, on peut faire des petites choses normales, mettre des post-it, se mettre des notes, mais chose intéressante que je vais vous démontrer ici, on est également intégré avec WordPress. C'est-à-dire que là, je vous ai montré comment on découvre du contenu et comment on l'envoie pour nourrir WordPress, Twitter, LinkedIn, Facebook et toutes vos destinations. Mais à l'inverse, si vous faites un travail dans WordPress, le calendrier va être mis à jour. Par exemple, là, on a fait de la curation, mais là, je dis, non, Thursday, jeudi, je ne vais pas faire de la curation. Je vais créer moi-même un contenu. Donc, je vais sur mon WordPress et je crée un contenu original. Donc, je crée un contenu original sur Apple et la voiture électrique, qui est un sujet assez chaud aujourd'hui, contenu super passionnant que je viens d'écrire ici. Et dans mon WordPress, je l'ai tout simplement schedulé pour jeudi. Ben, votre calendrier intelligent, il le sait. Et donc, il a dit, bah, jeudi, c'est plus rouge, voilà, c'est fait. Parce qu'il y a un contenu qui va arriver de WordPress, je n'ai pas besoin de sortir d'ici, je suis couvert. Donc, c'est à la fois une gestion synthétique par rapport au temps de la curation et de la création. Et ce qu'on conseille, nous, c'est la fameuse règle des 80-20, qui n'a rien de scientifique, mais c'est un concept, c'est de dire, à chaque fois que vous avez un contenu créé, original, bah, essayez de l'augmenter de 2, 3, 4, 5 curations que vous pouvez mettre autour. Ça robustifie votre message, ça amplifie votre message. Et enfin, je peux également créer du contenu à partir de la plateforme. Je peux le faire à partir de WordPress, mais je peux aussi créer des posts directement à partir de la plateforme. Alors, on n'a pas répliqué toute la sophistication, toute la complétude de WordPress en termes d'édition. Nous, on fait des contenus simples. C'est un titre, c'est une description et c'est une photo. Mais parfois, bah, vous avez envie de nourrir un tweet là, un petit peu sophistiqué, un petit peu plus que juste 140 caractères, ou même sur votre blog, de temps en temps, il faut être très réactif, il faut savoir faire les choses rapidement. Vous n'avez pas envie de rentrer dans la complexité de WordPress, qui est un produit fabuleux, mais qui demande quand même un petit engagement en temps. Bah, vous pouvez créer directement, y compris en téléchargeant des contenus que vous avez déjà fait. Par exemple, là, je crée un contenu en un clic à partir d'un PowerPoint que j'avais déjà fait. Ce PowerPoint, là, je le recycle à l'intérieur de ma ligne éditoriale en un clic à partir de mon calendrier. Et le voilà qui est parti sur cette ligne ici. Je le retrouve là. Donc là, j'ai un contenu qui a été schedulé. Alors, incidemment, cette ligne, vous l'avez compris, c'est WordPress. On comprend qu'on a envie de nourrir son WordPress, son LinkedIn, son Twitter, etc. Cette ligne-là, ça s'appelle un mini-site Scoopit. Donc, pour ceux qui connaissent Scoopit, c'est la notion de topic. C'est qu'en plus d'un WordPress qui est une destination structurée et connue, vous pouvez avoir plein de présences occasionnelles sur le web, des pages indépendantes qui vous appartiennent avec votre nom de domaine, votre URL, vos logos, etc. Mais que vous n'avez pas besoin de déployer en termes d'administration système parce qu'on le fait pour vous. Donc vous allez simplement ici créer une destination, je veux un Scoopit, vous lui donnez un nom, vous mettez le nom de domaine, cette chose-là se retrouve en ligne avec toutes les capacités SEO, génération de leads que vous pouvez faire dessus. Donc je vous montre ici, par exemple, un exemple super simple de page qui est faite à partir de la voiture électrique. Donc vous n'y croyez pas, mais ça c'est une voiture électrique. La première voiture qui a dépassé les 100 km/h, c'est une voiture électrique. Donc on est vraiment dans un sujet super chaud. Donc là vous voyez le layout est complètement triste, c'est juste une colonne. Mais on vous offre un certain nombre de templates que vous pouvez choisir. Donc en un simple clic, vous pouvez faire de la customisation de ces pages que vous mettez en ligne pour attirer du SEO ou du leads et rendre les choses un petit peu belles. Je vous mets quelques exemples. Oui, et bien évidemment, à l'intérieur de ces pages, vous pouvez ajouter des call to action, y compris des formes pour capturer les leads des gens qui passent. Ça marche pas mal. On a des gens qui ont dépassé les 3 millions de vues sur une page simple Scoopit en ligne. Donc les capacités SEO sont pas mal. Et puis comme c'est facile de les rendre très dynamiques, elles croissent assez vite en référencement. Donc là, on rajoute des... Je voulais montrer quelques exemples de pages Scoopit comme ça qui ont été mises en ligne pour montrer la diversité du spectre. Donc ça, c'est une TPE dans le service à la santé, qui a remplacé son blog par une page Scoopit parce que c'est plus simple. Ici, une collectivité, donc on est dans un profil d'usage totalement différent. Et vous voyez, le look and feel est également complètement différent. Ici, on est dans le B2C. Casaluna, ça appartient à la Redoute, je ne sais pas si vous connaissez, mais on est complètement dans le B2C, donc les deux autres étaient dans le B2B. On revient dans le B2B avec quelque chose de beaucoup plus grand, ici, donc Saint-Gobain, qui fête ses 350 ans et qui a intégré la curation à l'intérieur de ses propriétés en ligne. Et là, un média. Donc un média organisateur de conférences qui a envie de garder le rapport avec sa communauté entre deux conférences. Les conférences en général on les fait une fois par trimestre, nous on fait ça avec Mounira Hamdi.
meilleure organisatrice de conférences dans le monde, mais c'est comme une fois tous les trimestres. Mais entre chaque trimestre, il faut quand même garder le contact avec sa communauté, il faut les nourrir. Donc une présence en ligne, même pour les conférences physiques, c'est requis. Et donc on arrive voilà, à remplir tranquillement ce calendrier. Mais vous allez me dire, donc je scrolle un petit peu vers le bas, je vous montre là maintenant les médias sociaux, puis les newsletters. Vous allez me dire, mais à chaque fois que je vais faire un post sur mon WordPress, je vais le tweeter, et je vais le Facebooker, bien évidemment, je veux amplifier la visibilité. Mais la réciproque est fausse. À chaque fois que je fais un Twitter, je n'ai pas envie que ça se retrouve sur mon WordPress. Sur Twitter, vous allez le nourrir 3, 4, 5, 6 fois par jour, WordPress une fois tous les 2 jours. Donc on a besoin de beaucoup plus de contenu pour Twitter et les médias sociaux en général que pour votre blog. Bah là, on a offert une autre fonction, c'est quand vous cliquez sur la boîte rouge d'un média social, on ne vous propose pas de créer un contenu, ni de créer un contenu, mais de recycler un des contenus que vous avez déjà utilisé et qui a bien marché. Donc vous cliquez sur la boîte rouge, hop, on vous pop-up un petit navigateur qui vous montre les contenus qui ont le mieux marché chez vous, et en un clic, vous pouvez le repartager sur le média social. Recycler vos propres contenus, c'est quelque chose de très important dans l'efficacité, dans le ROI d'une stratégie éditoriale également, comme ça t'expliquait. Bah là, vous l'avez en un clic également. Voilà, donc là, je prends un de ces contenus-là, je peux modifier le tweet éventuellement. Donc ça, je vous le conseille aussi, même quand vous retweetez le même contenu, de ne pas faire le même message dans le tweet, c'est malin. Et vous envoyez, et vous avez ainsi nourri votre ligne éditoriale. Enfin, dernière ligne, la newsletter. On peut générer des newsletters. En un clic également, format PDF, format HTML, format zip. On est intégré avec MailChimp, donc il n'y a pas de travail à faire si jamais vous voulez dispatcher ça par MailChimp. Là, je vous ai montré la newsletter qui est générée à partir du blog. Donc comme on est synchronisé avec le blog, on génère une newsletter à partir du contenu que vous avez mis sur le blog. Et ça, c'est une newsletter générée à partir de ce qu'on appelle les mini-sites, donc les pages indépendantes Scoopit que vous connaissez. C'est totalement customisable, vous pouvez décider si vous voulez les boutons de partage ou pas, changer le header, bien évidemment, tout ça. Et enfin, pour finir, tout ça, il faut le mesurer. Donc on a l'onglet Analytics avec pas mal d'informations. Première information, c'est vous en êtes tout par rapport à vos objectifs. Donc les objectifs qui sont en bleu, puis ceux qui ne sont pas atteints, qui sont en rouge, pour dire voilà combien il vous manque de contenu par canal, par jour, en fonction des objectifs que vous êtes donnés. Et puis pour aller plus loin, en termes de résultats. Donc en termes de trafic, en termes de leads, en termes de clics, on vous montre l'évolution de l'impact de votre stratégie de contenu sur vos résultats. Ce qui nous amène assez rapidement, si on se débrouille bien, à ce genre de joli tableau où tout est bleu. Voilà, ça c'est un content marketer qui a travaillé peut-être 1 ou 2 heures le lundi et puis qui a rajouté un petit peu de curation un petit peu tous les jours pour remplir son contenu. Et ça, on l'a lancé il y a 3 semaines aux US, c'est le lancement officiel en France, c'est nouveau. C'est un packaging différent, orienté temps, orienté ROI pour les SMB. Donc on n'est pas ici dans une logique de technologie, on est dans une logique de solution. On prend les choses en main. Et comme on prend les choses en main, on a également changé un tout petit peu le business model. Le business model de Scoopit que vous connaissez aujourd'hui, c'est vous allez en ligne, vous mettez votre carte de crédit quand vous êtes en mode premium, et on ne s'occupe pas de vous. Là, on s'occupe de vous. On vous prend en main. Et donc, les clients qui rentrent dans Scoopit Content Director, on les aide à brancher le WordPress, à définir des objectifs, donc des règles, combien vous voulez de contenu par jour. On les aide à mettre les mots-clés pour être sûr que la suggestion marche dès le début. Et ensuite, on les laisse dans la nature et ils sont capables de travailler directement. Et donc, on a également, à cette occasion, formalisé un programme agence avec 2 types de relations qu'on a avec des agences. On a des agences qui vendent Scoopit à leurs clients. On a des agences qui utilisent Scoopit pour nourrir leurs clients de contenu. En général, ce sont des agences dont un des métiers est le content marketing. Et ce content marketing, ça veut dire de la création, mais ça peut vouloir dire aussi faire de la veille, et ça peut vouloir dire aussi recycler cette veille en curation. Donc les agences qui ont cette interface ici peuvent avoir autant de WordPress qu'elles veulent et nourrir chacun des WordPress à distance comme ça à partir de la même interface. Et j'avais dit merci là, mais il y a une autre information ici. Donc ça, c'est l'URL où vous pouvez trouver plus d'informations sur Content Director, y compris une vidéo qui est en anglais mais qui est intéressante parce qu'il y a des témoignages clients, utilisateurs qui vous racontent un petit peu la vie. Et ici, c'est l'URL d'un guide qu'on a sorti où on a fait un mélange de curation et de création de contenu sur comment faire du lean content, donc du contenu efficace, qui recycle, qui réutilise un petit peu toutes les règles qu'on a expliquées ce matin, en particulier pour les PME. C'est une centaine de pages avec donc, des choses qu'on a créées, mais des choses qu'on a aussi réutilisées de gens qui connaissent le métier. J'avais marqué merci sur cette slide, mais j'avais prévu une autre slide pour juste vous dire merci pour votre attention et j'ai tenu le planning. Je me permets